Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. Et la vérité en face sur l'OTAN, la Russie. Jusqu'où l'opposition entre l'OTAN et la Russie peut-elle aller? On en parlera avec nos invités. Gilles Montré est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes ancien diplomate à Moscou, ancien conseiller diplomate de Nicolas Sarkozy. Vos appels, comme tous les matins, 0826 300 300. En attendant, un factuel, Benjamin, avec vous, Adeline Divou. Bonjour Adeline. Avec cette question qu'on pose notamment à nos auditeurs depuis ce matin sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook, vous continuez bien sûr de réagir. La France doit-elle rester dans l'OTAN, cette OTAN dont on parle tant finalement, encore plus aujourd'hui avec cette guerre en Ukraine et ces critiques de la part de Vladimir Poutine. Question, en l'occurrence, là, vous êtes intéressé sur ce que les candidats à la présidentielle proposaient, eux, sur cette position vis-à-vis de l'OTAN. Ça donne quoi concrètement ? Alors c'est assez divisé, Il y a ceux qui sont pour rester dans l'OTAN. Valérie Pécresse estime, elle, que c'est un lien de sécurité indéfectible entre l'Europe et les États-Unis et le Canada. La candidate LR veut un conseil de sécurité européen pour renforcer la sécurité du continent et ainsi rééquilibrer sa force face aux États-Unis, justement. Avis partagé par Anne Hidalgo, pour qui la défense européenne doit être un pilier de l'OTAN. Pareil pour Yannick Jadot, qui veut que les intérêts stratégiques de l'Europe soient mieux prise en compte. Il propose pour ça de renforcer l'autonomie stratégique européenne pour réduire la dépendance des membres aux États-Unis. De son côté, Éric Zemmour lui veut mettre fin à l'élargissement de l'OTAN, c'est ça ? Et ça en échange du respect de la souveraineté de tous les États et la résolution de conflits territoriaux dans lesquels la Russie joue un rôle majeur. Zemmour veut aussi que la France sorte du commandement militaire intégré de l'OTAN, mais quand même qu'elle reste dans le traité car nous avons besoin d'alliés, dit-il. De son côté, Marine Le Pen, elle estime que l'OTAN aurait dû disparaître avec la dissolution de l'URSS. Elle veut restaurer une alliance sans être subalterne ni mercenaire. Quant à Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, ils veulent tous les deux faire sortir la France de l'OTAN. Notre pays a les moyens de sa défense, estime le candidat de la France insoumise. Merci beaucoup Adeline Divou. Justement, on va en parler de cette question-là, de la France dans l'OTAN, mais pas seulement, bien sûr, avec nos invités justement qui sont avec nous. Gilles Montré, bonjour, vous êtes du coup avec nous et puis elle s'installe, elle prend son temps. Prenez votre temps. Bonjour. Galia Ackerman, journaliste et historienne spécialiste de l'Ukraine et de l'idéologie de la Russie post-soviétique, créatrice du site Desk Russie. Restez avec nous, 0826 300 300, justement sur l'opposition entre l'OTAN et la Russie. Je voulais directement commencer par vous, Gilles Montré, et le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, a dit qu'il avait dénoncé finalement la russophobie de l'OTAN. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Alors, ce à quoi on assiste aujourd'hui, et c'est tout à fait ce que vous disiez, Benjamin Glaise, c'est un changement de discours total sur l'OTAN. Il faut se souvenir, rappelez-vous, quand il y a eu les événements en Syrie, il n'y a pas longtemps, et quand la Turquie avait décidé unilatéralement d'attaquer le régime de Bachar el-Assad, Emmanuel Macron avait dit l'OTAN est en situation de mort cérébrale. C'est très fort de la part d'un des membres. Des mots très forts, effectivement. Voilà. Ce qu'on constate, c'est tout à fait l'inverse aujourd'hui. L'OTAN, au contraire, est aujourd'hui le pilier de tous les alliés face à la Russie. Et on voit bien que tout s'est cristallisé autour de la participation ou non de l'Ukraine à l'OTAN. Ce n'est pas du tout une organisation russophobe ni anti-russe. C'est une organisation de sécurité qui a cette particularité unique, ce fameux article 5, qui fait quand on attaque un de ses membres, on se déclenche. Voilà, on déclenche tout. D'ailleurs, ce qui avait fait dire à Emmanuel Macron, lorsque la Turquie a attaqué la Syrie, qu'est-ce qui se passe si le régime de Bachar el-Assad attaque la Turquie ? Est-ce qu'on va tous être engagés ? Oui, c'est ça que dit le traité. Je voudrais signaler qu'il y a la réciproque du côté russe. Le fameux traité de Tachkent, qui crée l'organisation du traité de sécurité collective, a lui aussi un article de défense collective qui fait que tous ces États sont liés. Donc, ce n'est pas russophobe, mais il y a deux organisations qui se font face et qui sont liées par cette défense historiquement, collective. Historiquement, bien sûr. Et qui sont, bien sûr, liées à la guerre froide. Maintenant, vous parliez de l'Europe par rapport à l'OTAN. L'autre chose qu'on constate au moment où l'OTAN reprend de ses couleurs, c'est que c'est l'Union européenne qui reprend de ses couleurs. Moi, je voudrais rappeler un chiffre. Voilà, moi, je voudrais rappeler un chiffre. Il y a 21 pays seulement sur 27 qui sont membres de l'OTAN. Sur une question aussi cruciale que notre défense collective et l'appartenance à ce traité de défense collective, on n'est même pas d'accord entre Européens. Il y a, sur les 27, il y en a 6 qui ne sont pas dans l'OTAN.
je ne dis pas qu'il faut nécessairement les inclure. Oui, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on reconstruit l'architecture entre l'OTAN et l'Union européenne, et comment on articule les deux défenses collectives. Mais comment on le sait? Est-ce que il n'y a pas de demande de la part de ces pays? Il y a un refus de certains? Alors les lignes bougent. Vous savez que la Suède et la Finlande ont commencé à envisager, à mettre dans le débat public. C'est une grosse évolution, ça. C'est une énorme évolution. On parle de deux pays neutres. Oui, la Finlande, évidemment, on a même parlé de finlandisation. C'est la fameuse finlandisation où il ne fallait pas justement avoir de rapprochement sur des pays autres que la Russie. Quoi. Exactement. C'est le statut de neutralité absolue. La finlandisation. Voilà. Donc les lignes sont en train d'évoluer extrêmement rapidement. Comme toujours dans les crises. Je veux dire, s'il faut trouver un bon côté, il n'y a pas de bon côté à une crise, mais une crise permet de franchir d'un seul coup, en quelques semaines, ce qu'on a mis des années à ne pas pouvoir discuter. Et je pense que là, il y a la chance de construire une sécurité collective européenne qui nécessairement s'appuiera sur l'OTAN. Galia Ackerman, je rappelle, journaliste, historienne, spécialiste de l'Ukraine, de l'idéologie de la Russie post-soviétique, créatrice du site Desk Russie. L'OTAN qui s'est retrouvée déjà dans le cœur de l'actualité avec cette guerre, tout d'abord avec les accusations de Vladimir Poutine qui parlait de menaces venant de l'OTAN, ce sentiment d'encerclement de la part de l'OTAN, de la Russie. C'est une menace réelle qu'il vit réellement, ou est-ce que finalement c'est plus un argument pour justement justifier son attaque en Ukraine? À mon avis, Vladimir Poutine, depuis des années, et toute l'élite gouvernante vivent dans une sorte de réalité parallèle. Et dans cette réalité parallèle, en effet, l'OTAN, qui est un ennemi historique, si j'ose dire, parce que l'OTAN existait pendant la guerre froide, il était même très actif, mais face à lui se trouvait le bloc de Varsovie, le traité de Varsovie, avec ses troupes et qui avait sous son contrôle la moitié de l'Europe. Apparemment, Vladimir Poutine essaie de recréer non seulement son empire, mais aussi sa sphère d'influence, alors que la notion même de la sphère d'influence est aujourd'hui une notion anachronique. Et bien sûr, il faut voir que l'agression contre l'Ukraine est en quelque sorte aboutissement de cette rhétorique qu'on a vue depuis des années et qui a subitement pris un tout autre ton mi-décembre quand il a posé deux ultimatums, Vladimir Poutine, un à l'OTAN, l'autre aux États-Unis, avec l'exigence non seulement de la neutralité de l'Ukraine, pour en faire un pays non aligné qui n'aspire plus à adhérer à l'OTAN, mais qu'il a demandé aussi un retour aux lignes de 1997, comme si on pouvait revenir 25 ans en arrière dans un monde qui n'est plus absolument comparable à celui qui est issu de l'effondrement de l'Union soviétique. Avant de vous donner la parole, Gilles Maintré, pour rebondir, est-ce que finalement ça n'a pas eu le résultat inverse finalement d'une certaine façon, parce que en voulant recréer cette espèce de pacte de Varsovie, donc cette alliance assez large sur la moitié est de l'Europe, finalement c'est l'OTAN qui a été consolidé d'une certaine façon? Il s'attendait à ça? Je ne sais pas à quoi il s'attendait exactement, mais c'est en tout cas ce qui s'est produit parce que l'Europe a su répondre de façon tout à fait inattendue. En fait, il s'attendait peut-être à des réactions hostiles de la part de l'OTAN, mais peut-être ne s'est-il pas attendu à une réaction extrêmement ferme de l'Europe. Autant de résistance, vous voulez dire, et peut-être. Autant de résistance et autant d'aide à l'Ukraine. Et vous savez, hier, j'ai regardé la télévision russe. C'est une de leurs émissions phares, un talk-show d'un grand propagandiste de ce régime qui s'appelle Vladimir Soloviev, qui lui-même se trouve maintenant sous sanction et qui risque de perdre sa fortune personnelle et ne plus avoir accès à sa villa du lac de Comme en Italie. Et donc, le discours qu'ont tenu les participants
est totalement délirant. Ils ne peuvent pas s'en remettre de cette réaction de l'Europe, et donc ils ont commencé à parler que non seulement l'Ukraine est nazie, vous savez que ça c'est le discours de Vladimir Poutine, mais que toute l'Europe est nazie. Et que, une extension du coup... Oui, que toute l'Europe est nazie, donc il rappelle que pendant la guerre, la moitié de l'Europe, même avant la guerre, était fasciste, et que maintenant, à l'époque, il voulait créer donc le Troisième Reich, le Reich millénaire, et maintenant, toute cette Europe révèle sa vraie nature. Nazi. Gilles Maintré, vous vouliez réagir? Oui, moi je voudrais réagir tout à fait dans ce que disait Galia Ackerman. Vladimir Poutine est un nostalgique de l'Union soviétique. Il l'a dit à plusieurs reprises, la plus grande catastrophe géopolitique. On sent qu'il y a la volonté de recréer la guerre froide. Parce que la guerre froide, c'est ce qui permet à la Russie d'être en tête-à-tête avec les États-Unis. Ça lui redonne son statut de grande puissance. En décembre, comme vous l'avez dit, ils ont envoyé des mémorandums à l'OTAN et aux États-Unis, pas à l'Europe. Ils ont mis en scène la rencontre avec le président américain, en face à face, sans les Européens. Et je crois que peut-être la grande surprise de Vladimir Poutine, c'est de voir que la réaction à son attaque en Ukraine est une réaction essentiellement européenne. Les États-Unis sont un peu, pas en retrait, mais laissent les Européens en première ligne. L'OTAN est assez silencieux, c'est l'Union européenne qui parle aujourd'hui. Alors l'OTAN, on peut l'entendre, mais finalement les paroles et les actes, finalement, pour reprendre l'expression, c'est surtout l'Union européenne. C'est surtout l'Union européenne, et on a vu émerger Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, qui est d'ailleurs peu connue, il faut bien le dire, de chacun des citoyens européens, qui prend une nouvelle stature avec des mesures très fortes. C'est l'Union européenne qui se constitue et qui dit, mais écoutez, c'est nous qui sommes en face de la Russie, le problème ukrainien, c'est notre problème. Et de ce point de vue-là, je pense que la crise change complètement le paradigme de la sécurité en Europe et prend complètement à nouveau Poutine de court, parce qu'on le prive de son face-à-face avec les États-Unis. En tout cas, vous voulez témoigner, 0826 300 300, vous nous appelez, et on revient dans un instant pour la suite des grands débats ce matin. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. Il est 9h47, la vérité en face, l'OTAN et la Russie, jusqu'où cette opposition peut aller. Pour en parler, Gilles Maintré, ancien diplomate à Moscou, ancien conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy, et Galia Ackerman est avec nous aussi, journaliste historienne, spécialiste de l'Ukraine et de l'idéologie de la Russie post-soviétique, et créatrice de ce site Desk Russie. Et vos appels 0826 300 300 avec un premier témoignage. Eric qui nous appelle de Tours. Bonjour Eric, bienvenue. Bonjour Eric. Bonjour. Je voulais réagir donc par rapport à ce qui a été dit au sujet de l'OTAN et de la question russe. Je crois que par rapport à l'Union européenne, si l'Union européenne, ça fait 70 ans qu'on en parle de cette fameuse Europe de la défense, et si cette Union européenne de la défense veut se faire, ça pose la question de la situation des États-Unis au sein de l'OTAN à l'intérieur de l'Union européenne. Parce que tant que nous aurions la présence, je voudrais pas dire, mais c'est une présence massive, vous avez 20 bases en Allemagne américaine, et tant que cette situation de la présence des États-Unis au sein de l'Union européenne, enfin sur le sol de l'Union européenne, et dans le cadre de l'OTAN, cette Europe indépendante, cette supposée indépendance stratégique de l'Union européenne ne se réalisera jamais. Et je crois aussi que c'est une des réminiscences de la guerre froide, que la Russie, Poutine est un dictateur, il est dans ses délires, dans ses réminiscences de la guerre froide, et dans cette situation, en réalité, ce ne sont pas les nations d'Europe qui sont visées, ce sont directement les États-Unis. Et c'est une peur qui reste par le passé, si vous voulez, c'est une peur de la présence américaine. Et il y a aussi des questions économiques, puisque vous avez le gaz et le pétrole russe, et les États-Unis, avec leur gaz et leur pétrole, qui souhaiteraient évidemment continuer à... C'est des luttes d'influence économique, c'est une guerre économique. Et je crois que tant que l'Union européenne restera sous le giron des États-Unis d'Amérique, il faut savoir que la somme des budgets total de défense de l'Union européenne, c'est aux alentours de 240 milliards d'euros, si vous additionnez toute la défense de l'Union européenne. Et les États-Unis, c'est 600 milliards. Vous avez fait le calcul. Voilà, en faisant le calcul. Bon, si l'Union européenne veut être réellement indépendante, eh bien, il faut qu'elle coupe le cordon et qu'elle fasse une alliance européenne de défense dans le même type que l'OTAN, si vous voulez, mais uniquement
concernant l'Union européenne. Et là, ça pourrait éventuellement, enfin je n'en sais rien, dans les délires de Poutine, lui faire changer de paradigme, on va dire, même s'il a l'air un peu fêlé, on va dire. Vous voulez dire un peu buté peut-être. Galia Ackerman. Merci beaucoup Eric. Galia Ackerman, et notamment alors sur cette question, est-ce que Vladimir Poutine s'attendait ou pas à cette réaction de l'Europe face à lui, et est-ce qu'une Europe forte, ça peut être une inquiétude importante pour Vladimir Poutine ou non? Je crois que la réaction, peut-être pas attendue avec cette sévérité de l'Union européenne, fait que l'Union européenne, que la diplomatie russe pendant plusieurs années considérait comme quelque chose de faible, d'amorphe, l'Union européenne allait nécessairement éclater, etc. Tel était le discours russe. Donc, voir que pour une fois, malgré les relations très différentes entre différents pays de l'Union avec la Russie, on ne peut pas comparer l'attitude hongroise, par exemple, avec l'attitude de quelques pays se trouvant plus à l'ouest. Ou même l'attitude allemande, italienne. Voilà. Donc, en effet, ça c'est un facteur nouveau. Maintenant, je pense sérieusement, bien sûr, il y a un anti-américanisme très fort, très répandu en France, peut-être particulièrement même en France. Mais il faut aussi être réaliste. Si aujourd'hui nous avons des budgets incomparables entre le budget de l'OTAN et le budget de l'Union européenne, budget militaire, je veux dire, c'est que il faut que nous soyons encore des années, peut-être des dizaines d'années, en quelque sorte sous le parapluie de l'OTAN. Mais personnellement, je considère que les pays européens, et je crois que le besoin commence à se faire sentir, doivent considérablement augmenter leur budget de défense, moderniser encore davantage leurs armées, peut-être pour certains pays réintroduire la conscription, même à court terme, pour justement cimenter les nations qui font partie de l'Union européenne. Dans ce rapport de force, en tout cas, voilà. Et à terme, bien sûr, si un jour la défense européenne prend place et peut se passer du parapluie américain, elle le fera à ce moment-là. Elle le fera à ce moment-là, mais ça prendra des années. On reste dans l'OTAN parce que ça prend du temps. Excusez-moi, je dis juste. Oui, bien sûr. Et je pose donc à ce monsieur une question à réfléchir. Si demain le budget militaire de la France augmente ne serait-ce que d'1%, ça veut dire que ce sera quand même amputé sur d'autres besoins. C'est peut-être aussi quelque chose qui arrange assez les nations européennes, qu'il y ait cet engagement massif des États-Unis qui, avec le temps, peut-être faiblira. Bien sûr. Moi, je suis toujours surpris de cette opposition systématique entre OTAN et Europe de la défense. On a évidemment besoin des deux. De manière générale, il vaut mieux avoir plus d'alliés que moins d'alliés, plutôt que se retrouver isolé. Par ailleurs, bien sûr... Mais c'est pas une superposition, finalement? Non, c'est pas une superposition, on le voit en ce moment. Je veux dire, chacun traite de choses assez différentes. L'Union européenne s'est concentrée. C'est l'Union européenne qui envoie en ce moment des armes à l'Ukraine. C'est pas l'OTAN. On parle toujours de parapluie, comme si on était sous le parapluie de quelque chose c'était quelque chose d'extérieur. Je rappelle que les États-Unis, c'est certes 20% du budget de l'OTAN, mais bon, c'est 20%. La France et l'Allemagne, c'est 25%. Je veux dire, donc c'est une organisation dans laquelle on a toute notre part. Le danger, c'est plutôt au contraire que les États-Unis se retirent ou financent moins l'OTAN. On se souvient que Trump était venu en disant, écoutez, est-ce que j'ai vraiment le rendement que je veux sur mes dollars investis dans l'OTAN? Au contraire, gardons les États-Unis, construisons effectivement des capacités de défense européenne. Très bonne nouvelle des Allemands qui ont annoncé qu'ils passaient à 2% leur budget militaire, ce qu'ils n'avaient jamais fait depuis la guerre. Ça fait depuis 1945 qu'on attend que les Allemands justement ne se reposent pas sur les capacités des autres. Donc on va pouvoir, sur un temps plus long, c'est pas dans 10 jours, dans le cadre de la crise ukrainienne, qu'on va construire l'Europe de la défense et qu'on va réarticuler nos rapports avec l'OTAN. Mais c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on entend justement ce mot d'Europe de la défense que pour certains, notamment de nos auditeurs, on se dit mais on en parle depuis des années et en fait on a l'impression de toujours pas avoir avancé suffisamment. Là on la voit à l'œuvre. Là on la voit à l'œuvre. Quand on a 450 millions de dollars d'équipements qui sont envoyés par l'Union européenne,
pas par les États membres, par l'Union européenne auprès des Ukrainiens, on ne peut pas faire plus concret en termes de mobilisation. À supposer que finalement l'implication de l'OTAN puisse déstabiliser quelque peu Vladimir Poutine aujourd'hui, qu'il ait été surpris par cette mobilisation générale, est-ce qu'à un moment donné, il peut reculer ? Reculer. Là, on est dans un rapport de force. Et il y a une stratégie c'est comme un triangle. On veut trianguler Vladimir Poutine. Il y a l'action militaire sur le terrain. Ça, c'est les Ukrainiens, avec, qu'on l'a dit, un courage, une détermination, une mobilisation qu'on n'attendait pas, et l'aide qu'on leur apporte, mais qui ne sera pas une aide sur le terrain. L'OTAN était très clair, il n'interviendra pas sur le terrain. Donc c'est les Ukrainiens en première ligne. Oui, mais il y a une pression quand même. Il y a une pression, bien sûr. C'est une pression psychologique. Et on peut dire que Poutine, dans le clan occidental, a perdu la bataille de la communication totalement. Deuxièmement, les sanctions économiques qui n'arrêtent pas de croître. On a vu les effets sur la bourse de Moscou, sur le rouble, sur les avoirs des oligarques, sur la santé de l'économie. Mais c'est un rapport de force. La Russie peut tenir pour l'instant. C'est combien de temps ? Et puis il y a le troisième point du triangle, c'est la diplomatie. Tout ça, c'est un rapport de force pour pouvoir négocier et arrêter les combats. Et surtout ne pas s'engager dans un conflit interminable qui serait dans l'intérêt de personne. Les pourparlers ont commencé entre Ukrainiens et Russes. Ils vont continuer, c'est quand même la bonne nouvelle, puisqu'il y aura un deuxième round. L'Union européenne, qui maintenant s'est réveillée, il faut qu'elle y soit à la table de négociation. Il faut qu'elle joue son rôle de tiers, comme ça a été le cas par le passé, en Géorgie, même si ça n'a rien à voir, on avait joué ce rôle-là. Donc il est temps que l'Union européenne impose aussi le tempo des négociations. Galia Ackerman, pour conclure, sur les marges de manœuvre de l'OTAN vis-à-vis de l'Ukraine. On parlait de ce fameux article, l'Ukraine ne faisant pas partie de l'OTAN, on ne peut pas avoir d'intervention, en tout cas il n'y a pas d'obligation à intervenir sur place. Quelle est la marge de manœuvre de l'OTAN dans cette guerre justement entre la Russie et l'Ukraine, et qu'est-ce qu'elle peut faire justement cette organisation-là ? Comment elle peut œuvrer ? Je crois que l'OTAN a fait une très grave erreur en refusant le statut de MAP, qui est le premier degré d'adhésion à l'OTAN, à la Géorgie et l'Ukraine en 2008. Je pense que si ça avait été fait, et d'ailleurs la résistance venait de la France et de l'Allemagne, on aurait peut-être éviter l'invasion de la Géorgie en 2008, l'invasion d'une partie du territoire ukrainien avec annexion de la Crimée en 2014 et la guerre actuelle. Bon, ce qui est fait est fait. Maintenant, comme l'OTAN probablement ne veut pas provoquer en tant que telle la Russie parce que Poutine maintenant menace même d'une frappe nucléaire, nous ne savons pas comment les choses vont évoluer. Je pense que c'est excellent que l'Union européenne a pris le relais en quelque sorte. Ça se fait au nom de l'Union européenne et non au nom de l'OTAN. Et j'ajoute une chose très importante, c'est que l'Ukraine a officiellement demandé une adhésion par une procédure urgente à l'Union européenne. Et même si ça ne peut pas se faire réellement en quelques mois, parce qu'il y a quand même les traités, le processus, un certain processus, je suis persuadée que maintenant cette perspective est plus proche et que c'est l'Union européenne, faute de l'OTAN, qui va accélérer les choses et en quelque sorte protéger l'Ukraine. Moi, je veux juste préciser que c'est pas le fait que l'Ukraine ne soit pas dans l'OTAN qui interdirait à l'OTAN d'intervenir aujourd'hui. L'OTAN est intervenue au Kosovo, en Afghanistan. Donc, il faut bien mesurer ce que veut dire l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Là, ça serait même pas une option, ça serait une obligation. Effectivement. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, aucun pays européen ne souhaite y aller. Il faudrait peut-être poser la question, je ne sais pas, est-ce qu'on voudrait être militairement sur place ? Donc la seule réponse aux garanties de sécurité de l'Ukraine ne peut pas passer uniquement par l'adhésion à l'OTAN. C'est ça qu'on est en train de construire. Merci beaucoup en tout cas Gilles Maintré, ancien diplomate à Moscou, ancien conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy. Grand merci aussi à Galia Ackerman, journaliste, historienne spécialiste de l'Ukraine, idéologie de la Russie post-soviétique et créatrice donc de ce site Desk Russie. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et merci à vous de nous avoir appelés tout au long de cette matinée.